Bien. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous allons faire le bilan de ces 7 années du programme Leader. Et donc, pour l'occasion, nous allons assister cet après-midi à des tables rondes qui vont consister à la présentation d'une douzaine de projets environ. 3 tables rondes de 40 à 45 minutes qui seront organisées par thématique. Vous avez vu le programme, vous l'avez certainement dans vos tote bags. Donc, valorisation des ressources du territoire, économie circulaire et mobilité, et enfin commerce et services. À l'étude de ces présentations, vous aurez le loisir de poser des questions aux différents intervenants et différents porteurs de projets. Et puis en deuxième partie de journée, il y aura des ateliers en début de soirée. Après cette brève introduction, je vais laisser la parole à Monsieur Alabert, maire adjoint de la ville d'Yvetot, qui va nous introduire cet après-midi. Bien, merci. Bien, merci. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la ville d'Yvetot, de vous accueillir chaleureusement dans cette superbe salle des Vikings, qui est une salle, je dirais, plus que polyvalente, puisqu'on y trouve des spectacles, de la variété, des débats, des rencontres comme aujourd'hui, qui sont des rencontres très importantes dans la vie collective. Je ne pourrais pas être présent avec vous cet après-midi, mais je sais que je suis largement et généreusement représenté par tous mes collègues qui sont ici présents, et notamment toute la partie qui concerne tout ce qui est développement durable, tout ce qui est attractivité et d'autres points, et notre représentante au parc des boucles de la Seine normande qui est ici présente et qui a déjà initié des dossiers leaders. Donc je pense que nous ne sommes pas un terrain inconnu, nous sommes déjà entre amis, c'est déjà important, et je sais combien il est important lorsque nous, collectivités, nous investissons, lorsque nous travaillons sur des programmes bien déterminés, d'aller toujours à la recherche de subventions et d'aides. Donc c'est toujours important de travailler avec tous les partenaires, quels qu'ils soient, si on peut aboutir à quelque chose d'intéressant, non pas sur la partie subvention, elle existe purement et simplement, mais aussi sur la qualité et l'expertise du travail. Et ça, c'est important aussi, je crois, pour nous, collectivités, d'avoir cette expertise permanente. C'est une aide à la décision et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Je vais m'arrêter là pour éviter d'être trop long. Je vois déjà des sourires. Pour éviter d'être trop long, je vous souhaite déjà un super après-midi de réflexion. Je vois que le programme est riche et varié et je vous laisse aussi à votre sagacité permanente et surtout à nous donner des pistes futures. Merci à vous. Merci, Monsieur Alabert, Monsieur le maire adjoint, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Effectivement, l'objectif de cet après-midi, c'est certes de dresser un bilan, mais c'est aussi de préparer l'avenir. Et c'est un symbole aussi d'avoir le plaisir d'être accueilli ici dans cette magnifique salle, sur un territoire vers lequel, nous l'espérons, notre programme Leader Vallée de Seine va pouvoir s'étendre, puisque le périmètre sur lequel nous travaillons pour la nouvelle génération de programmes Leader, c'est un territoire qui s'étend sur la totalité du périmètre de l'intercommunalité d'Yvetot, et puis également sur la totalité de l'intercommunalité Lieuvain-Pays d'Auge. Je me tourne vers Marie-Vol qui est au premier rang, ce qui nous fait une belle évolution de la cartographie de notre territoire d'intervention et un bel enjeu également. Donc merci de nous accueillir ici. Alors en tant que président de la structure porteuse la cellule, l'équipe qui anime ce programme, qui a animé ce programme sur la période 2014-2022, il a été, je le rappelle, monté en partenariat avec les intercommunalités Pontaud-de-Mer, Val-de-Ril, Rouen-Seine, Honfleur-Bosville et Lieuvain-Pays d'Auge, au-delà du périmètre du parc naturel. Et c'est bien entendu une très grande joie d'avoir l'occasion cet après-midi de vous présenter les retours d'expérience d'un certain nombre d'opérations. Je me permets d'insister, notre responsabilité, elle est grande, puisque au travers des retours d'expérience, il nous revient la responsabilité de bâtir la réponse à l'appel à candidature. Donc il y a une première étape de franchie, notre dossier est acceptable, reste maintenant, lapsus révélateur, maintenant à le construire, le développer de manière à ce qu'il puisse
être soumis à l'avis de la région et en espérant qu'ils soient au final retenus. Et pour ce, encore faut-il avoir des axes de développement, des propositions d'action qui s'appuient sur des projets, des idées que vous avez forcément en tête et que vous auriez envie de voir soutenus par des programmes européens dans les années à venir. Et donc ces projets, ce sont avant tout des hommes et des femmes porteurs de ces projets publics ou privés. C'est l'occasion de féliciter et de remercier, bien entendu, à la fois les collectivités qui sont investies, mais aussi les privés qui ont déposé des projets, et notamment ceux qui ont accepté de participer au comité de programmation, mais je ne veux pas enlever trop de poids au président du DICOPROG. Et sans oublier naturellement de remercier aussi tous les techniciens qui, dans chacune des structures, nous ont aidés à faire avancer ces projets. Voilà, donc je n'insiste pas plus. Je ne peux pas oublier quand même non plus les acteurs de la société civile qui participent à la gouvernance de nos instances, et tout particulièrement du COPROG, puisque en tant que président du COPIL, j'ai eu le plaisir d'animer les séances à la suite de Jean-Pierre Giraud avec les collègues élus, mais je sais que mon voisin a pris aussi plaisir à animer la deuxième instance de leader, à savoir le COPROG. Voilà. Bonne séance de travail. Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. J'ai en effet eu l'honneur de présider le COPROG depuis 2018. Cette instance démocratique permet la sélection des projets qui bénéficieront de l'aide européenne. C'est une assemblée où les membres de la société civile ont toute leur place, sont représentés. Et je profite d'ailleurs d'avoir la parole pour lancer un appel pour cette prochaine session aux volontaires. Pour ça, vous vous rapprochez auprès de la team leader. Vous avez Emma, Clotilde et Karine. On recherche des volontaires pour venir nous aider. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de vous faire découvrir une diversité de projets parmi les plus exemplaires, que ce soit dans la partie des projets touristiques, économiques, commerciaux, mais également des projets de service à la personne. Ils ont tous été portés au prisme de l'innovation et du développement durable. N'hésitez pas à échanger avec les porteurs de projets pendant les différentes tables. Et pour la fin de la journée, rendez-vous autour d'un verre, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Emma qui va, elle aussi, nous présenter, nous introduire la partie animation, finalement. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter assez succinctement ce qu'est en fait le programme Leader, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, le programme Leader, en fait, il s'inscrit dans la stratégie Europe 2020 via le second pilier de la PAC, qui est le développement rural. Cette politique, elle est financée par le FEADER. Pour la programmation 2014-2020, les régions sont autorités de gestion pour ce fonds européen, ce qui leur implique de rédiger un PDR, un programme de développement rural. Dans le PDR de la région Normandie, on retrouve une mesure qui est consacrée au soutien du développement local, qui est Leader. Pour développer cette mesure, la constitution de groupes d'action locales, les GAL, a été nécessaire et ils ont établi des stratégies de développement local ou SDL. Le GAL Seine-Normande, il est composé de 179 communes et d'environ 160 000 habitants. Depuis 2015, le parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande porte le programme Leader Seine-Normande en partenariat avec les communautés de communes Roumois-Seine, Pont-Audemer-Val de Ril, Pays d'Honfleur-Beuzeville et Lieuvin-Pays d'Auge. La stratégie Leader du GAL Seine-Normande a été élaborée en concertation avec plus de 100 acteurs du territoire. Cette stratégie a pour but de soutenir l'économie de proximité et les services à la population au prisme du développement durable et de l'innovation. Pour y parvenir, 4 axes d'intervention ont été identifiés et déclinés en dispositifs d'aide. Valoriser les ressources locales par le développement de filières courtes, créer des emplois durables et non délocalisables, construire et affirmer la destination touristique Seine-Normande et enfin,
renforcer les liens entre les habitants et leur territoire en développant des services attractifs et innovants. L'aide leader se présente sous la forme d'une subvention. Le principe de base est qu'elle ne peut être allouée qu'en présence d'un cofinancement public, donc soit État, région, département, EPCI, commune ou encore d'autres. Une fois le montant du cofinancement identifié, nous pouvons calculer le montant de la subvention leader, jusqu'à un taux d'intervention de 80%. 1 euro de contrepartie nationale appelle 4 euros de subvention leader. Le plancher étant de 5 000 euros et le plafond de 100 000 euros par projet. En 7 ans, avec une enveloppe de plus de 4 millions d'euros, ce sont 67 projets qui ont pu être accompagnés sur le territoire, avec en moyenne 50 000 euros de subvention par projet, avec la répartition suivante en fonction des tranches de financement. Concernant les thématiques, 20 projets avaient pour objectif de structurer une offre touristique attractive et durable, 19 d'adapter l'offre de services pour répondre aux besoins actuels et futurs, 12 de valoriser les ressources locales, 7 de favoriser la mobilité et l'inclusion sociale et professionnelle, 2 d'ouvrir le territoire par la coopération et un projet de qualifier et promouvoir les produits et savoir-faire du territoire. Les porteurs de projets sont environ à moitié-moitié publics et privés. 10 millions, c'est la somme de toutes les factures émises dans le cadre des projets. 4 millions d'euros de subventions ont donc généré 10 millions d'euros de prestations. Et 80% concernent des investissements de travaux. Les porteurs de projets, avec des prestataires qui viennent principalement de la Seine-Maritime et de l'Eure. Voilà pour la rétrospective avec ces chiffres clés. Pour finir, un dernier point sur le rôle de la cellule leader au sein du groupe d'action locale Seine-Normande. Elle a pour mission d'accompagner les porteurs de projets dans le montage technique et financier, d'assurer le lien entre les porteurs de projets et l'autorité de gestion, et évidemment de s'assurer de l'adéquation du projet avec la stratégie du GAL. La cellule a aussi pour mission d'organiser les instances de gouvernance et de pilotage du programme, de suivre et d'évaluer le programme, de développer des projets de coopération et de communiquer, capitaliser et valoriser les résultats comme ici maintenant. Merci et bonne journée de séminaire à tous. Merci Emma. Et donc pour commencer cet après-midi, je vais inviter différents porteurs de projets à commencer sur la table ronde valorisation des ressources du territoire. Donc j'invite Marc Hafner, créateur de la bière Bretonnia, à venir rejoindre ici la table ronde. C'est une microbrasserie de la presqu'île de Bretonne et dont le projet consistait en l'agrandissement de la microbrasserie. Bonjour, installez-vous. Marie-Paul Leblanc, présidente de l'association des Trois Pommes Épagnoles, dont le projet consistait en la création d'un atelier de création de jus de fruits, justement. Nicolas Navarro, le propriétaire du Château du Tailly, dont le projet consistait en la réhabilitation de la maison du Chapelain. Philippe Jiquel, ingénieur grand projet pour Cossenaglo, dont le projet consistait en la construction de la halle d'accueil pour randonneurs. Je ne sais pas. Voilà. Anne-Sophie Auberson, chargée de mission patrimoine de la culture de Pont-Audemer, pour l'animation du parcours de découverte de la ville en kayak, ainsi que les élus qui sont déjà venus tout à l'heure. J'invite monsieur Jacques Charon et Patrice Auvray à revenir à la table pour échanger sur cette table ronde. Alors, est-ce qu'il reste assez de table? Moi, je vais rester debout, hein, si vous voulez prendre il n'y a pas de problème. Donc, nous allons commencer par présenter les différents projets. Ça va être un format assez court. Vous aurez le loisir, par contre, en fin de présentation, d'intervenir, de poser des questions, de solliciter les différents porteurs de projets sur différentes thématiques. On va commencer avec Marc Hafner, qui a une petite vidéo. On commence par la vidéo, si cela vous convient. C'est ça ? J'ai exercé pendant une dizaine d'années le métier de chanteur lyrique en Allemagne, où l'on consomme essentiellement de la bière locale. Sur ce modèle, j'ai souhaité développer ici, au cœur du parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande, une bière locale. Le climat est particulièrement propice à la culture du houblon et de l'orge brassicole en raison de son caractère doux et humide. L'eau qui est utilisée pour le brassage de la bière est puisée directement au cœur de la forêt de Bretonne. J'ai choisi de m'engager sur ce territoire afin d'y créer un produit biologique issu strictement de la culture locale.
L'activité brassicole est en pleine expansion en France, mais l'enjeu, c'est de privilégier les petites brasseries qui auront chacune leur spécificité. Une vidéo qui vous donne un peu plus de précision sur ce projet, mais peut-être que M. Marc Hafner va avoir plus de choses à nous préciser. Alors déjà, en quoi a consisté finalement le programme Leader dans votre projet? Est-ce que sans ce programme, ce projet aurait pu voir le jour? Certainement non. Bonjour à tous. En fait, le projet existait déjà, enfin la structure de la microbrasserie existait déjà de façon quasiment confidentielle avec des petites cuves de 150 litres. Et très vite, devant le succès, l'engouement qu'il y a eu autour de ce produit, cette bière, j'ai été amené à non seulement à changer la capacité de production, aussi à changer complètement de vie. Et c'est vrai que sans le soutien de la cellule Leader, du fonds Leader, je n'aurais pas pu mener à terme ce projet. Et est-ce que finalement c'est un projet qui en appellera d'autres? Ou est-ce que ce développement est toujours en cours? Ou est-ce que vous êtes arrivé à la taille critique? Non, j'ai encore il y a encore une marge de progression. Le support de Leader a permis vraiment de lancer la production, de créer de l'emploi aussi. Mais ce qui a à nouveau créé de la demande. Et en fait, moi, je me retrouve encore toujours à courir après les... C'est positif quand même. Oui, c'est positif, mais bon, il ne faut pas que les clients s'impatientent non plus. En fait, j'ai encore de la marge de progression. Si on reste que deux travailleurs, 2 salariés. Et donc, et aussi la création en plus de la brasserie, c'était la création, l'aménagement de la houblonnière en culture biologique, qui en fait, Leader a aussi permis ça, parce qu'il y avait bien sûr du financement La production personnel. est sur place en fait. Et la production est sur place. Et en fait, la configuration de la houblonnière aussi est prévue pour arriver à peu près à 400 hectolitres par an de production. Actuellement, j'en suis à 250. 25 000 litres par an, quoi. Et cet objectif, il pourrait être atteint à quelle échéance? J'ai encore un aménagement à réaliser, j'espère cet hiver que je vais y arriver, sur fonds propres. Et normalement, dès l'année prochaine, je pense que, vu là déjà les demandes qu'il y avait cet été, sans doute aussi à cause de la chaleur, mais je pense arriver à peu près à 350 hectolitres de production l'année prochaine. Ouais. D'accord. Ça représente quoi par rapport, pour une brasserie artisanale comme cela? C'est un gros volume ou ça peut embaucher, ça peut permettre d'embaucher du monde derrière ou ça a des perspectives de... Non, ça permettra là de dégager 2 salaires à plein temps. Bon, moi, je compte pas mes heures sur ce que c'est qu'un patron. Mon employé est pratiquement à plein temps. Donc, est-ce que ça amènera à embaucher du monde en plus? On verra. On compte toujours en brasserie, on compte à peu près 150 hectolitres par personne pour dégager un salaire à plein temps. Donc 300 hectolitres, c'est bien, 350, c'est mieux. Voilà, ça permet, 400, ça permet de sécuriser un peu le... En fait, moi, mon but, c'est pas d'être, c'est ce que je dis un peu maladroitement dans la vidéo, mais c'est en fait, même maintenant avec du recul, je me rends compte de ce que ces quelques mots ont pu avoir comme résonance. Moi, mon but, c'est pas de créer une structure qui, dans une expansion indéfinie, enfin infinie plutôt, c'est en fait de faire de la bière comme on fait le vin en France, c'est-à-dire ça va être un produit du terroir. Parce qu'on peut tout le temps grossir, mais c'est pas le but du jeu. Justement, une bière artisanale s'oppose aux bières industrielles. Et ce qui s'oppose à l'industriel, ça va être le particularisme, ça va être la petite production, mais justement la diversité, la façon de se différencier avant tout. Un terroir, finalement, c'est vrai que la Normandie est plus connue pour ses pommes que pour sa bière, a priori, on verra peut-être après justement. Et justement, est-ce qu'on se différencie bien sur comment on se fait connaître en fait finalement? Comment on se fait connaître? Alors, de toute façon, il y a eu l'engouement depuis quelques années pour les microbrasseries. Avec du bon, du moins bon. Se faire connaître,
on se fait connaître par les réseaux sociaux, par la presse. Enfin, et pour ça, j'ai été très vite sollicité par... en fait, j'ai pas eu besoin d'aller chercher les médias, les organes de presse. J'ai plutôt le sentiment qu'on est venu à moi, peut-être parce qu'il y avait une démarche, peut-être à cause de mon autre métier avant, il y avait une curiosité, voilà. Mais ensuite, vous faites connaître par vous essayez de le faire par la qualité du produit, éventuellement. Et puis la démarche, voilà, je répète, c'est vraiment une démarche pour moi de développer un produit du terroir. Et aussi, enfin, on pourra, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la présentation du projet, c'est au niveau écologique, pour moi, c'est très important aussi, voilà, surtout avec ce qu'on est en train de connaître, avec l'explosion des prix de l'énergie. C'est, par exemple, pour la bière, c'est le développement de la filière de consigne de recyclage du verre. Voilà, que j'initie auprès de mes clients et grâce à une autre entreprise d'Yvetot qui a démarré il n'y a pas longtemps, Copac, je tiens à saluer ici. Il n'est peut-être pas là, Yann, mais voilà, on a tout de suite collaboré malgré... en fait, il a commencé comme moi, il a commencé petit, il ne savait pas trop vers où il allait. Et bien sûr, je sais qu'il y a des projets de recyclage du verre, de consigne qui pointent à l'horizon, mais je suppose que ça va tout de suite concerner tout un territoire, toute la Normandie. Et parfois, ces projets-là, il y a une inertie, on a du mal à les faire démarrer. Et parfois, finalement, les petites initiatives sont, je trouve, au départ plus efficaces. Voilà. D'accord, ça pourrait être le projet peut-être justement pour les prochains programmes. Il faudra. Merci Marc, je vous invite à passer le micro à Marie-Paul Leblanc, votre voisine. Là encore, nous allons avoir une petite vidéo pour présenter. Voilà, une vidéo assez parlante. Madame Leblanc, je vais vous inviter à présenter justement ce projet. D'où vient cette association et comment s'est-elle inscrite dans le programme Leader ? Alors, c'est une association que j'ai créée avec quelques amis en 2017. J'avais personnellement envie d'avoir mon propre jus de pomme. J'avais eu la connaissance de pressoirs d'un type comme le nôtre, dans des régions qui ne sont pas forcément connues pour la pomme, notamment en Lorraine. Et je m'étais dit, quand je serai à la retraite, j'y vais. Et j'y suis allée avec d'autres camarades. Quand on a commencé, on est parti sur une toile vierge avec 0. Donc, nous avons d'abord fait du financement participatif et après, nous avons monté un dossier. Donc, nous avons demandé à la commune une participation, ce qui a été fait. Et puis, nous avons été... Vous avez été accepté par le leader et ça nous a donné la première, disons, les premiers sous pour commencer. Après, nous avons fait un emprunt pour finaliser ça. Et nous sommes partis en 2017, la fleur au fusil. La première année, on était très contents, on avait fait 13 000 litres de jus, waouh. Et l'année dernière, nous avons fait 100 000 litres de jus. Et là, on est le 8 ou 9 octobre, nous avons fermé les rendez-vous puisqu'on est plein, absolument plein, jusqu'au 9 décembre, en commençant à 7h du matin, on est ouvert 12h. Donc, objectif rempli à 100%. Et c'est vrai que là, le leader a vraiment rempli son rôle puisqu'il a donné une impulsion à un projet, mais ça a donné d'autres projets. En fait, nous avions eu ce projet et c'est un peu comme une pelote de laine, on tire sur la ficelle et il y a d'autres choses qui sont adjointes. Normalement, vous avez vu, là, nous faisons la déshydratation du marc de pomme. Nous avons créé un produit à pâtisser. On dit farine, c'est parce qu'en fait, on l'a appelé faripomme, mais c'est du marc de pomme déshydraté qui peut être utilisé dans la cuisine. Donc nous avons travaillé aussi sur des recettes pour voir comment on peut l'utiliser. Nous sommes à notre 2e saison et
franchement, ça marche aussi pas mal. Nous avons en coopération aussi avec un artisan chocolatier biscuitier qui est dans notre village, donc vraiment sur le territoire. Nous avons fait des petits biscuits sans gluten, puisqu'en fait, ce produit, ce Faripom, s'inscrit dans la ligne sans gluten. Et nous avons un troisième projet qui va arriver au mois de juin, je pense, puisque on vient de commander les machines. Nous allons faire de l'huile de noix dans le même esprit que les pommes, c'est-à-dire que les gens viendront avec leurs noix et repartiront avec leur huile de noix. Voilà, c'est le nouveau projet. Donc on voit qu'effectivement ça a été une initiative, ça a été la première marche en fait, et maintenant vous gravissez les échelons sans vous arrêter. Et puis, j'espère que c'est dynamique positive. Oui, pour beaucoup de projets comme ça. Mais c'est le but du leader aussi. Voilà, c'est d'initier des projets sur les territoires et aider au développement. Vous savez, je suis aussi maire de mon village, mais là c'est autre chose. C'est l'association qui est maintenant passée en société coopérative d'intérêt collectif, en SIC. C'est quelque chose de totalement différent de mon engagement. Et c'est vrai que ça a amené énormément de monde quand même dans le village, puisqu'on a plus de 500 adhérents à cette coopérative. Donc ça veut dire que tous les jours, on a des gens qui viennent d'ailleurs et des gens qui viennent de très loin. J'ai des gens qui viennent de cette région, mais j'ai des gens qui viennent de Dieppe, de Lyon-Saforé, d'assez loin. Hein. Et est-ce que ça a pu permettre de créer de l'emploi, de créer du lien social ? Oui, nous avons donc 2,39 heures jusqu'au de septembre à décembre, et nous avons engagé une chargée de développement de projet, à temps complet celle-ci. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous invite à passer la parole à votre... qui a un micro, effectivement. Monsieur Nicolas Navarro, le propriétaire du Château du Tailly, pour nous parler du projet de la réhabilitation de la maison du Chapelain. Et là, on a des photos, si je ne dis pas de bêtises, donc qui sont derrière nous. Alors, Monsieur Navarro, est-ce que vous pouvez nous présenter finalement le projet, dans quoi ça s'inscrit et en quoi vous êtes allé solliciter le programme Leader finalement ? Bonjour à tous. Le problème, on en parle beaucoup, je pense, dans l'actualité. Le problème, c'est des propriétaires de monuments historiques, c'est que nous n'avons pas les finances souvent pour assumer les dépenses et les coûts de restauration de nos maisons. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, ces monuments sont gérés comme des entreprises et on est obligé de trouver différentes possibilités d'activité pour avoir pas un retour sur investissement, mais tout du moins pour nous aider à maintenir et à sauvegarder la propriété. Donc le cas de la maison du Chapelain, c'est simple. En 1998, mes parents achètent le château, j'ai 16 ans, je mets des étais sous les sommiers des sols qui risquent de s'effondrer et la maison donc risque de tomber. Ces étais, je les ai enlevés en 2021. Voilà. Donc la maison était en très mauvais état et on ne pouvait pas financer de manière simple et sans projet derrière un tel coût qui s'élevait à 350 000 €. Donc il était obligatoire pour nous d'avoir un projet derrière qui était le plus simple, puisque c'était la maison du religieux du château, voilà, qui date du XVIIe. C'était de lui redonner sa vocation première, qui était donc d'être un habitat. Donc le projet est arrivé comme quoi on allait se lancer dans une nouvelle activité au château qui était celle d'avoir un gîte sur place. Ça s'est transformé effectivement en gîte. Il y avait une volonté vraiment de le transformer en lieu un peu pour cultiver le patrimoine finalement de la région. Et quand on est des privés, comment on a accès à ce type de programme Leader ? Est-ce qu'on va facilement chercher des programmes de cet ordre-là de financement ? Non, il est vrai que pour beaucoup, l'Europe, c'est très loin, très éloigné. On a toujours entendu parler par-ci par-là d'aide européenne, mais qui ne me semblait pas de me concerner. Voilà. Et c'est par une personne qui travaille au parc que j'ai pu approcher l'équipe, qui en effet a reconnu qu'on était peut-être éligible. Donc là a été constitué un dossier qui dès le début m'avait dit c'est très compliqué, très complexe, etc. Mais nous, en tant que propriétaires de monuments historiques, on est habitué à ça. Tout ce qui peut être autorisation communale, régionale, départementale, les dossiers des monuments historiques, il n'y a rien de plus compliqué qu'un dossier monument historique. Donc je dirais que le dossier Leader est tout à fait surmontable. Et on a été très bien accompagné, bien sûr, par l'équipe. Et on a eu la chance d'être sélectionné et d'être accompagné sur ce projet qui aurait difficilement vu le jour, puisqu'on a traversé une période compliquée, celle du Covid, et nous, vivant de l'événementiel, toutes nos activités ont été à l'arrêt pendant quasiment 2 ans. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu ce soutien des fonds Leader, je ne sais pas comment on aurait pu envisager la tenue de ce projet à son terme. On peut avoir, sans avoir forcément peut-être les chiffres précis, mais un ordre d'idée de ce en quoi
a pu contribuer, le programme Leader, sur le budget global? Oui, bien sûr, oui, c'est très simple, j'ai rien à cacher. 350 000 € d'enveloppe complète et 100 000 € de l'Europe. Voilà, par des fonds Donc, Leader. on comprend mieux ce que vous venez de dire sur le fait que ça a pu permettre Ah d'arriver oui, au bout, complètement. d'aboutir. Ah oui, oui. Non, gérer cette propriété est très compliqué parce qu'on est complètement dépassé par des montants. C'est une maison de 150 000 €. Alors bien sûr, on est obligé et on se veut, nous, on se met souvent des bâtons dans les roues parce qu'on est très à cheval sur l'authenticité, la qualité, le respect, le traditionnel. On a travaillé qu'avec des produits locaux, des matériaux, pardon, qu'avec des entreprises artisanales, de telle sorte à ce que le but pour nous est réussi, c'est quand les gens viennent et on a l'impression que nous ne sommes pas passés par là, que tout n'a jamais changé depuis 500 ans. Et donc c'est le cas avec cette maison qui est magnifique et c'est vrai que cette enveloppe très importante, je ne vous cache pas que le jour où on a appris qu'on avait touché une telle somme, on a été très soulagés et nous n'avons pas l'habitude d'être autant accompagnés. Voilà. On a eu 20% des monuments historiques sur une moitié, puisque eux, bien sûr, ne s'occupent pas de tout ce qui est électricité, plomberie, ce genre de choses. C'est vraiment sur le bâti dur. Voilà. Et après, il y a eu l'Europe. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un soutien très important, un pourcentage très élevé qui nous a donc permis de mener le projet à son terme et d'ouvrir nos portes cette année au mois de mai. D'accord. Donc ça correspond avec la fin du programme finalement et ça a été l'ouverture pour vous de ce projet. Ouais, tout s'est bien assemblé. Voilà. Non, c'est une très belle réussite et j'en profite pour remercier tout le monde et toutes les personnes qui ont pu participer à mener à bien ce projet. Merci. Merci à vous. Je vous invite alors à prendre la parole. Alors vous avez un micro devant vous, monsieur Jiquel. Alors là, on a une vidéo qui est sans son, donc je vous invite à la commenter si vous le souhaitez, pour ce projet de halle à Watteville-la-Rue. Oui, ça a été monté dans le cadre de l'école d'architecture des élèves d'architectes. Là, on voit la sélection des bois qui a été faite pour la construction. Donc, on est vraiment sur du bois local, puisqu'on a abattu des bois dans la forêt bretonne pour la construction. Donc, voilà. Donc, on a eu le pin, effectivement, donc le châtaignier, et des chênes également. Donc là, après, on est sur le bois et sur les grumes pour optimiser après tous les éléments de charpente. Donc là, on voit qu'on a une fabrication avec un temps de séchage très, très court, puisqu'on est quand même sur du bois vert. C'est l'inauguration. Donc c'est la cérémonie d'ouverture. Ouais. Donc là, on voit toute la toiture. Donc tous les éléments en bois sont faits main. Donc tous les bardeaux châtaigniers ont été faits main. Donc pour l'instant, il y a trois fabricants au niveau national. Voilà, donc la réalisation, donc là la construction. Et le résultat. Voilà. Donc un bel ouvrage. Alors si on revient à l'origine du projet, quel était l'objectif de ce projet? À quel besoin répondait-il en fait? Les initiateurs du projet, c'est plus effectivement la commune en elle-même. Donc l'idée, c'était de retrouver un point pour les randonneurs, puisqu'il y a quand même pas mal de balades sur le secteur, que ce soit équestre, cyclo, pédestre. Voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir un point de ralliement, effectivement, un refuge, de manière à bien cibler tous les départs de chemin. Après, ce bâtiment sert aussi à l'épicerie à côté, puisqu'elle peut effectivement avoir une utilisation pour son activité, mais il peut aussi servir à la commune pour soit des marchés ou des activités. Donc on essayait d'être aussi polyvalente dans l'utilisation. Donc ça répond vraiment aux besoins pour lesquels il a été prévu, ce bâtiment, cet ouvrage. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et le choix de le faire justement en bois avec des
avec des essences plutôt locales. C'était une donnée d'entrée indispensable ou ça a été imposé, ça a été un choix, ça a été une volonté L'idée, quand même, comme on est effectivement à côté de la forêt de Bretagne, je pense que c'était, moi, dans la forêt de Bretagne, c'était important quand même d'aller chercher la matière vraiment à proximité. Là, on ne peut pas faire plus près, quoi, je veux dire. Donc, et de trouver les essences qui correspondent le mieux à toutes les particularités de chaque pièce de bois. Et justement, ce projet-là, un peu comme à tout le monde, hein, je vous pose la question, est-ce que le programme Leader a contribué d'une grande ampleur dans cette réalisation? À quelle échelle? Alors, je n'ai pas les chiffres. Peut-être pas forcément, mais est-ce que ça aurait pu se faire sans, en fait? Effectivement, il a été moteur effectivement, dans le cadre de la réalisation de ce projet, oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas si, sans le programme Leader, je ne sais pas si effectivement on aurait pu le réaliser. Ça, je ne pense pas. Donc non, ça a été effectivement un apport important pour la réalisation de ce projet. Donc ça a été fait avec des artisans régionaux, locaux, après, voilà, principalement, peut-être pas tous, mais... Sur la totalité des études et de la fabrication, d'essayer de rechercher du local. Donc aussi bien au niveau de... donc il a initié au début aussi, on a voulu faire aussi de l'apprentissage dans ce projet, donc par l'école des architectes à Rouen. Après, on a retrouvé un peu d'apprentissage aussi au niveau des entreprises. Donc c'était un peu l'idée aussi. L'idée, c'était après de trouver des prestataires aussi bien intellectuels que des entreprises assez locales. Donc on rayonne au maximum, sauf effectivement les bardeaux, où là c'est un peu plus particulier pour la fabrication des bardeaux, donc entièrement manuels. Mais autrement, on est sur un périmètre d'à peu près, je sais pas, 50 km autour de la réalisation. Donc c'était aussi l'idée de rester aussi bien local au niveau de la matière qu'aussi de la prestation intellectuelle ou pour les travaux. Très bien. Écoutez, je vous remercie. J'invite Madame Auberson, excusez-moi, à prendre la parole, puisque nous allons voir, alors cette fois-ci ce sont des photos, donc je vous invite aussi à commenter si vous le souhaitez, pour parler de la découverte de la ville de Pont-Audemer en kayak. Oui, alors il s'agit d'un parcours de découverte de la ville qu'on a créé en 2019. Et donc au départ, c'était un parcours non accompagné, entre guillemets. Donc les personnes faisaient en autonomie ce parcours. Et puis on s'est rendu compte à l'issue de la première saison qu'il y avait quand même une demande d'obtenir des informations sur le patrimoine, sur ce qui était les paysages qui étaient traversés, les différents bâtiments, etc. Et donc on a eu besoin pour ce parcours d'innover en quelque sorte, puisque quand on est à bord d'un kayak, forcément on ne peut pas s'arrêter pour aller lire un panneau, on ne peut pas emmener un petit livret parce que voilà, on a la pagaie, tout ça. Donc il a fallu trouver un système qui permettent aux kayakistes d'avoir ces informations-là. Donc on a imaginé un système comme un audio guide, si vous voulez. Et en fait, il y a différentes scénettes qui ont été créées, donc qui illustrent la partie historique ou la partie, la thématique sur laquelle on veut informer les visiteurs. Et ces scénettes se déclenchent de façon géolocalisée. Donc voilà, et donc pour pouvoir mener ce projet à bien, on a discuté avec l'équipe de la cellule Leader pour voir si on pouvait être aidé sur ce projet-là, ce qui a été fait. Et donc ça fonctionne plutôt bien. C'est opérationnel, oui. C'est opérationnel. Donc, et même au-delà de la valorisation touristique, c'est un parcours qui concerne beaucoup aussi les habitants du territoire. Et c'est vraiment une façon très ludique d'aborder toutes ces notions de patrimoine qui sont parfois un petit peu poussiéreuses. Et il y a vraiment une réelle découverte de leur propre territoire et un sentiment de fierté aussi par rapport à cette ville qui est tout à fait étonnante de voir comme ça un petit peu de l'intérieur, dans les coulisses du Moyen-Âge même, puisqu'il y a pas mal de points moyenâgeux dans Pont-Audemer.
Donc les habitants se sont appropriés finalement, enfin les habitants, peut-être même pas que les habitants de Pont-Audemer, peut-être un petit peu au-delà. Oui. Est-ce que ça a amené justement, est-ce que vous sentez une dynamique sur le tourisme, essentiellement cette activité-là, ou est-ce que ça, côté Oui, curiosité puisque peut-être? on a donc la première année, ça a tourné donc pendant la saison habituelle, c'est-à-dire c'était sur le mois de juillet-août. La toute première saison, même mi-juillet, parce que le temps qu'on mette le projet au point. L'année suivante, on a fait de mai à fin août. Et puis cette année, on a fait de mai à fin septembre. Donc pour répondre aux demandes vraiment de visite, les créneaux sont pleins. Ça a permis notamment aussi de pouvoir asseoir un poste de saisonnier, parce qu'il faut vraiment du personnel pour s'occuper de mettre tous ces visiteurs à l'eau. Donc oui, c'est vraiment très positif à ce niveau-là. Et est-ce que ça donne vous servez un peu d'exemple pour d'autres villes qui auraient cette idée de faire développer ça? Oui. Je sais qu'il y a des circuits, notamment par le prestataire qui a fait le système géocalisé. Il a été approché pour travailler dans d'autres régions, pas forcément en kayak, mais par exemple à vélo, avec le même type de système. Et puis c'est des systèmes, je pense, vers lesquels on se dirige de plus en plus, puisque on s'affranchit de tout panneau qui va un peu abîmer le paysage. On peut se permettre des mises à jour, comme ça, comme on veut. Donc oui, c'est quand même un système plutôt d'avenir, Puis le côté ludique est peut-être plus attirant pour le tourisme, effectivement, que comme vous disiez, Oui. peut-être le côté poussiéreux, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui peut des fois paraître un peu plan-plan. Et effectivement, Voilà, cette image-là est peut-être un peu plus dynamique et moderne. Oui. Alors c'est vrai que sans cet accompagnement-là, ça plaît déjà beaucoup le fait de se promener sur l'eau dans une original. ville. C'est un peu inédit, ça plaît beaucoup. Mais là, c'est vraiment une plus-value. Merci beaucoup pour cette présentation de projet. Vous aurez le loisir de poser des questions à l'issue de cette table ronde. Et puis je vais laisser la parole donc ensuite à Monsieur Auvray. On va commencer par Monsieur Auvray, mais l'idée c'est de voir vous qui n'êtes pas porteur de projet, qui aidez ces entreprises-là et ces porteurs de projets. Comment vous voyez les retombées finalement? En quoi ça contribue finalement à l'attractivité du territoire et comment vous orientez finalement ces actions? Alors, sur la retombée sur le territoire, on a quand même quelques exemples qui sont assez parlants. Je prends le dernier exemple qui est sur le territoire sur lequel je suis directeur du camping de Pont-Audemer. Donc, je suis tout à fait proche d'Anne-Sophie par rapport à ça, où on s'aperçoit que véritablement, on apporte une attractivité sur le territoire grâce à cette activité-là. Après, j'ai Marc qui est mon fournisseur en bière, avec qui je travaille, et je fais découvrir ces produits. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire qu'on reste en circuit court, on reste sur l'attractivité du territoire, et c'est très important. J'envoie des clients à Watteville pour aller découvrir la forêt et tout en sachant que, vous allez voir une halle. Et tout ça, je pense que chacun doit pouvoir amener, et je pense à Marie-Paul, où on envoie aussi des clients chez elle, découvrir tout ce que le leader est capable de proposer à tous ces porteurs de projets privés, parce que étant privé, je suis plus attiré par le privé que par le public, mais c'est un vrai développement du territoire et ça permet un développement du territoire rural très important. Et effectivement, on voit ces approches et on peut même presque parler de synergie finalement dans ce qu'on peut entendre, puisque finalement vous êtes privé, public, vous arrivez à faire à ce que chacun ait des retombées. Et comment vous voyez finalement les perspectives d'évolution dans ce type de programme finalement? Quelles sont les choses à défricher pour l'avenir, sans trop dévoiler la fin de la journée? Mais est-ce que par rapport à ce qui s'est dit là aujourd'hui, vous trouvez que c'est représentatif? Parce qu'on n'a pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'a que 12, on n'a pu avoir que 12 personnes, on peut avoir les 67 projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets avec lesquels vous pouvez avoir des synergies ou des choses de cet ordre-là?
Alors, il y a des possibilités énormes. Leader nous permet d'aller sur tous les territoires possibles et de développer aussi bien tout ce qui est économie, tourisme, mais aussi l'aide à la personne, qui est très important dans nos territoires ruraux. Et je pense que grâce à Leader, on a un éventail énorme de possibilités pour l'avenir. Et on a déjà encore des projets, parce que les filles travaillent déjà dessus, et on engrange des projets pour la prochaine session, où on commence à calmer un peu les gens, on dit attendez, on n'y est pas encore, mais on a beaucoup de projets qui arrivent déjà. Différents projets très intéressants. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci. Je vous propose de laisser la parole à Monsieur Charon, qui va conclure cette table ronde. Et donc, pour vous, par rapport au projet qu'on vient de voir, quelles sont les retombées que vous voyez, vues de votre poste, de votre rôle? Quelles sont les retombées que vous voyez pour ce programme Leader, notamment pour cette table ronde qui concernait la valorisation des ressources du territoire? Alors, déjà, sur la valorisation des ressources, je vais faire le lien avec une partie de l'équipe du parc. Alors, Marine Vanneau n'est pas avec nous cet après-midi, mais son équipe est présente. Marine est en charge et responsable du pôle éducation-culture. Elle est notamment en charge d'une part du trésor du parc, puisque le trésor du parc, ce sont ses paysages, c'est sa biodiversité, c'est également son patrimoine. Et dans son patrimoine, eh bien, il y a 12 000 objets de notre musée, puisqu'on est collection Musée de France, qui n'a pas de lieu d'exposition, mais qui est à disposition des acteurs du territoire. Et l'une des préoccupations de l'équipe, c'est de mettre à disposition, alors je fais le lien avec une visite de nos réserves il y a quelques jours, je reprends ces propos presque mot pour mot, c'est de mettre à disposition ces objets qui correspondent au travail sur le territoire il y a quelques décennies, un siècle, de mettre à disposition des acteurs du territoire d'aujourd'hui pour redécouvrir des façons de travailler, des outils. Il y a eu une animation récente sur le fauchage. Plutôt que d'utiliser du matériel thermique, utiliser une faux, on peut trouver des faux, mais est-on capable aujourd'hui de savoir la manier? Non. Eh bien, réapprendre des gestes anciens, réapprendre avec des machines, des matériels anciens, comment les appliquer aux techniques d'aujourd'hui, à des préoccupations d'aujourd'hui. Et quelque part, dans certains exemples qu'on a vus tout de suite, ça relève du même objectif, des mêmes finalités, et on peut se dire que dans nos réserves, on a peut-être de quoi donner des idées pour quelques projets leaders dans la prochaine session. Donc s'appuyer sur le patrimoine du territoire pour construire l'avenir, construire dans le sens d'un développement rural, c'est tout le sens de Leader. Alors on pourrait reprendre des liens avec les différentes actions. Bon, moi, forcément, sur la halle de Watteville, j'aurais encore beaucoup à dire. Hein. Et le beaucoup à dire, c'est finalement ce qui fait le point commun. Un projet avec un porteur de projet qui est motivé et qui finalement va aller chercher. Oui, Leader a permis de soutenir et d'aller jusqu'au bout de la réalisation de vos opérations, de vos projets. Mais s'il n'y avait pas eu vos projets, s'il n'y avait pas eu les porteurs derrière, Leader n'aurait pas été le facteur déclenchant pour aller jusqu'au bout. Donc c'est à chaque fois une belle histoire qui part d'une idée, d'un projet, d'une personne ou d'une équipe, et qui va ensuite aller jusqu'au bout en termes de réalisation avec le coup de pouce des financements européens. Mais moi, je le vois sous cet angle-là. Et on le sent bien d'ailleurs dans les présentations en coprog. Il y a un élément qui est déterminant, c'est la motivation du porteur de projet et ce qu'il met dans ce qu'il nous présente. Donc voilà, c'est facteur clé de succès d'un projet leader, s'appuyer sur le patrimoine certes, mais aussi sur le patrimoine vivant qui est en face de vous, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont convaincus de l'intérêt de porter une opération, une action, une entreprise. Très bien, effectivement, c'est une belle conclusion pour cette première table ronde. Les premières ressources du territoire, ce sont les hommes et les femmes qui le composent. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette première table ronde.
Je vous propose, si vous avez des questions, de lever la main et je vais vous amener le micro pour solliciter si vous avez des précisions, des compléments. Je dirais pour engager les questions. J'aurais voulu savoir où étaient localisées les expériences des deux premières personnes qui sont, c'est-à-dire M. Hafner. Il y a peut-être un rapport avec les instruments Hafner. Les coffres-forts Hafner, vous voulez dire? C'était au 19e siècle. Oui. Il y a eu un peintre de la marine aussi, mais bon. Oui, localisé, moi, sur la presqu'île de Bretonne, donc à la nouvelle commune d'Arlone, en Seine, plus précisément à la Mailleraie. Et madame, à côté? Moi, je suis située à Épeigne, à côté de Pont-Audemer. Nous sommes sur la communauté de communes Lieuvin-Pays d'Auge. Moi, je voulais juste, pardon, de ne pas trop monopoliser la parole, mais c'était vrai de revenir en amont de la cellule leader. C'était le soutien personnellement que j'avais eu pour mon entreprise, que ce soit Cosenaglo, Madame Le Bihan, ou ensuite l'équipe de leader, Corentin Rioux, Karine Lecros, Bernadette Marchand, et puis la région aussi, le coup de pouce de la région qui a permis cela. Voilà. Oui. Et ensuite, ce qui est remarquable, c'est quand, en fait, on est acteur porteur d'un projet et ensuite d'un produit, mais c'est les interactions avec avec d'autres artisans, d'autres professionnels, qui sont aussi, on se rend compte là de la richesse de ce territoire. Et aussi, parfois, on a affaire à des gens qui ont arrêté une première vie pour commencer un nouveau projet valorisant pour le territoire. Et je trouve que ce sont ces interactions entre ces acteurs-là qui sont vraiment porteuses d'énergie et puis d'optimisme. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, on a vu la présentation du dispositif leader au tout début, en amont, où j'ai compris qu'effectivement, il fallait chercher d'abord des fonds d'une institution pour ensuite que le leader vienne abonder pour 1 euro, 4 euros, de ce que j'ai entendu. Donc moi, j'aimerais bien avoir votre retour sur expérience là-dessus. Comment se fait la démarche leader? On va taper à quelle porte? Comment le cheminement pour chacun d'entre vous? Et puis une deuxième question, c'est voilà, à partir du moment où vous avez l'idée d'investir, d'aller chercher des fonds et ensuite de faire appel au leader, combien de temps ça prend? Comment ça se passe? Très rapidement, entre le moment où j'ai présenté le projet en commission, en coprog, c'était juin 2019. J'étais encore en micro-entreprise, auto-entrepreneur. Dans la foulée, donc juin 2019, dans la foulée, création de la société en décembre. Ensuite, période de confinement, Covid, donc ça a été un peu long. Et là aussi, je dois dire que dans mon cas particulier, c'est grâce à la CCI, Madame Blondel, qui à un moment, mon dossier était perdu dans des... Je dirais peut-être que là aussi, ce qui était un peu regrettable, c'est que quand vous avez affaire vous avez un interlocuteur, vous pensez que vous avez affaire par exemple à la région comme interlocuteur, mais en fait la région va déléguer d'autres instances, d'autres cellules, et ça, vous ne le savez peut-être pas nécessairement au départ,
Et ça complique un peu les démarches. Et parfois, votre dossier, vous le défendez devant une commission. Et puis ensuite, cette commission-là, elle repasse le dossier à une autre commission, etc. Et puis ça commence à se perdre. Puis alors, comme il y avait les élections municipales, il y avait le confinement, donc tout ça, on me disait, de toute façon, il ne va rien se passer pendant un moment, on n'attend rien. Et puis en fait, non, c'était perdu dans un tiroir quelque part. Et puis finalement, grâce à la CCI, j'ai simplement demandé directement à la région, à M. Morin, de voir où ça en était. Enfin, voilà, et puis ça s'est débloqué très rapidement. Mais ça a pris 1 an et demi à peu près. Voilà. Entre le moment où il y a eu la première commission, COPROG, et ensuite les sous sur le compte, c'était à peu près 1 an et demi. Bon, ce qui est... peut-être un peu... J'ai aussi remarqué que le temps du politique n'est pas celui de l'entrepreneur. Ça, c'est... Voilà. Je ne sais pas si c'est représentatif de tous vos projets, ce délai d'1 an et demi. Non, ça s'est assez bien passé. Moi, c'était en 2017. Ça a fait une petite année. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi une grande aide de la cellule quand même. Je dois avouer que si... ce qu'il faut aussi, c'est que je pense que, puisque je les connais bien et je vois comment ils travaillent, puisque je fais aussi partie de la cellule leader, il faut que les dossiers soient bien préparés. Donc si aussi vous êtes un porteur de projet sérieux et que vous amenez vos papiers en temps, en heure, etc., vous gagnez énormément de temps. C'est vrai qu'on vous demande pas mal de choses, mais rien d'insurmontable, un peu long, mais bon, le résultat est là. Si vous avez un projet sérieux, et puis bien sûr on a besoin, comme vous dites, des accompagnements bancaires et aussi des finances publiques. Bon, après, si vous avez selon la nature de vos projets, vous pouvez avoir le département, la région, votre commune. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner par rapport à ça, ou est-ce que c'est représentatif, monsieur? Merci. Non, pareil, comme monsieur, à peu près 1 an et demi, oui, c'est ça. Oui. Mais dès le début, on nous prévient bien, attention, ça va être long. D'accord. Très long. Voilà. Donc en fait, mais comme je le disais, étant déjà habitué à d'autres constitutions de dossiers soumis à commission, attribution, etc., bon, ça c'est bien fait au niveau du timing. C'est vrai que jusqu'au solde sur le compte, c'est un peu long. Voilà, puis avec en plus toutes les actualités qu'il y a pu y avoir entre deux. Mais voilà, après, le jeu en vaut véritablement la chandelle. Donc... Voilà. C'est pas un parcours du combattant tant que ça, c'est finalement... puis comme vous dites, vous êtes plutôt bien accompagné, vous êtes peut-être guidé. Hop, je vous invite à reprendre. Une petite réflexion, c'est quand même de l'argent public, donc il est quand même normal qu'il y ait des contrôles quelque part. Voilà, ça c'est ce qui explique la longueur, je pense. Oui. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter Monsieur Charon un complément... C'est effectivement de l'argent public qui nécessite dont on doit contrôler l'usage. Ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsqu'un projet est examiné, il y a un contrôle pour vérifier s'il n'y a pas d'autres dispositifs en termes de financement qui existent déjà et qui pourraient soutenir le projet en lieu et place des fonds leaders qui n'interviennent que s'il n'y a pas d'autres pistes pour financer le projet. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête, ce qui peut nécessiter forcément un peu de temps d'examen. Mais moi, j'insisterai beaucoup sur le rôle de l'équipe, parce que en France, nous avons, alors ceux qui me connaissent un peu ont déjà entendu l'observation, mais je la répète à loisir, nous sommes sur une logique où, à la différence de nos collègues du Benelux d'ailleurs, avec les mêmes... contraintes réglementaires, les mêmes modalités de financement. Là-bas, on vous demande « Présentez-moi votre projet, je vais vous dire comment monter le dossier ». Ici, en France, c'est l'inverse. Envoyez-moi le dossier et puis on vous dira s'il est recevable ou pas. Si on le passe, comme le disait Marc, dans une autre commission, on vous le renverra naturellement avec des observations, ce qui se traduit par un certain nombre de retours. Et ça... c'est le jacobinisme, c'est la façon de gérer, et notre administration le sait, nous-mêmes on le sait, et c'est un travers que nous avons. Là, la différence avec Leader, c'est que justement, l'équipe, elle est là pour écouter les porteurs de projets, et ensuite leur dire, détaillez-moi tout votre projet, je vais vous dire comment il faut le monter
pour essayer d'aller le plus vite possible. Très bien, c'est une précision effectivement importante. Oui. Oui. Alors, je finalise pour l'équipe, et souvent c'est l'équipe qui finalise le dossier quand même. Oui. Il faut quand même le reconnaître que c'est plus souvent l'équipe qui finalise le dossier que le porteur de projet. Ce qui parfois peut prendre un peu de temps, puisque à force de finaliser les projets, les autres prennent du retard. Il faut aussi prendre en compte. Précision nécessaire également. Merci beaucoup. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, je vous propose qu'on termine cette première table ronde. Et je vous remercie beaucoup pour ces échanges assez transparents et puis qui étaient assez éclairants aussi sur les différents projets que peut accompagner ce programme au niveau du programme Leader. Écoutez, je vous remercie et puis je propose de les applaudir pendant qu'ils retournent à leur place.